Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va s'attaquer à des intras qui sont sortis en 2016, puisqu'on va s'attaquer au Sony XBA N3. Un dual driver de la part de Sony et une signature qui était très intéressante, qui pourra encore plaire à certains, et que j'ai acquis pour 80€ neuf environ sur vente privée, ou maintenant appelé VP. Et merci au Discord, et WB notamment, Wissem, qui m'a permis de les avoir. Ce modèle est intéressant parce qu'il était vendu 300€ à l'époque, aujourd'hui 80€ en vente privée, il est quasiment introuvable à part justement ce genre de choses, donc ça me permet un peu d'avoir un modèle de collection, puisqu'il est plus produit, voilà, il y a ce petit effet-là. Mais c'était aussi intéressant, et ce test sera intéressant et sûrement long, je sais pas encore parce que j'écris jamais mes vidéos, vous le savez bien, mais ce qui fait qu'il sera intéressant de comparer notamment à des intras vendus entre 30 et 300€, et voir un peu l'évolution de l'audio entre 2016 et aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai pris des modèles qui étaient sortis en 2019, en 2020, 21, 22, forcément, ce qui fait que ce sera intéressant à comparer par rapport au prix et les performances. Il y aura aussi les signatures, mais je vais essayer d'un petit peu moins m'y attacher, alors ça aura forcément un impact dans la comparaison, et ce sera forcément intéressant, mais je vais essayer de faire attention à ça. Au-delà de ça, ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir un peu Sony, parce que Sony, il faut savoir qu'aujourd'hui, les intras haut de gamme, c'est plus vraiment vendu en France, comme je l'ai dit déjà, c'est pas vraiment la culture, c'est plus côté casque, et il y a de grosses différences entre la partie casque et cette partie intra hi-fi, et ça va être vraiment cool. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils sont sortis avant même que je me mette à la chi-fi. J'ai découvert tout ça en 2017, et eux sont sortis en 2016. Donc ça va être vraiment intéressant, et j'espère que vous aurez apprécié ce test. Si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à liker le test, liker la chaîne, tout ça, bon, vous abonner bien évidemment. On sait jamais, un jour peut-être, mais pour l'instant j'ai su un refus, je pourrais tester leur Sony IER-Z1R, leur modèle haut de gamme bien chéros, mais apparemment vraiment apprécié. On voit ça tout de suite dans ce test, qui va être surtout de la comparaison, mais ça va être vraiment très intéressant. Au niveau du design, on a un design très compact, et surtout par rapport à ce que je teste, on a l'avantage d'avoir des intras qui vont tomber de l'oreille et non pas être en mode crochet, donc derrière, et ce qui fait que c'est très intéressant déjà de ce point de vue-là. Des intras très compacts, j'en ai pas beaucoup testé, mais ceux-là sont plutôt confortables. On a en plus de ça donc une connectique MM6 qui est très bien foutue. Ce qui est bien, c'est qu'en gros on peut le remplacer par à peu près n'importe quel câble. On n'a pas cette idée d'avoir un design un peu spécifique par rapport aux intras, ce qui est plutôt cool. J'aime bien sa compacité, son confort, il s'oublie relativement dans l'oreille, on sent que ça tombe un petit peu, je préfère le côté crochet l'oreille parce que du coup ça retient plus et ça permet un peu mieux de les oublier pour les intras un peu compacts, mais ici, et surtout pour ceux pour lesquels ça tient pas en arrière, eh bien c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau du câble, on a un peu le même souci que Sennheiser, un câble très simple. Alors en 2016, je sais pas quel était l'état des câbles, du coup c'est peut-être un peu hors contexte aujourd'hui, mais on a un câble très simple qui a par contre l'avantage d'avoir un micro, et c'est quand même assez rare pour le noter puisque généralement, surtout à 300€, il n'y avait pas ce truc-là. Donc on a ce côté un peu urbain, un peu piéton, et on a quand même un micro. Alors je l'ai pas testé, mais il a le mérite d'être là, parce que c'est vraiment rare. Par contre, et l'autre souci qu'il y a sur ce câble, c'est qu'il est très microphonique. En gros, dès que vous allez avoir le moindre bruit, le frottement, etc., on va l'entendre. Et alors, je trouvais déjà que celui du Sennheiser faisait du bruit, mais celui-là en fait encore plus. C'est un peu dommage, et je trouve que c'est un peu chiant. Alors forcément, la musique forte, c'est pas mal, mais quand on a la musique un peu faible, qu'on se balade en ville, on peut parfois l'entendre, ou quand on écoute du podcast. Alors, c'est pas terrible de ce point de vue-là, et c'est un petit peu le défaut. On aura droit à une petite pochette de rangement qui est vraiment pas mal, je la trouve vraiment très jolie, bien pensée, assez premium. Et en plus de ça, on a des embouts, alors qui ont l'air quand même de se détériorer relativement rapidement. Ces espèces d'embouts qui sont des embouts à mémoire de forme, mais avec le design embout silicone. Donc il y a un espèce de mélange, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, un peu différemment, mais c'était assez, je pense... ça reste pas très commun, c'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé. Ils sont plutôt sympas pour ceux qui peuvent préférer ce type de texture dans l'oreille, mais les embouts de base sont très bien, des embouts en silicone assez classiques, mais qui font parfaitement le taf. Donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal, on a cet effet tout plastique, et en plus je trouve que le design a un côté un petit peu...
un petit peu original, parce qu'on a vraiment cette idée d'avoir un driver qui vient s'ajouter en plus du corps. On a cette type, je sais pas, ça me fait penser à un blaster, une arme, un truc à la con, qui fait que ça fait pas intra. Ça me fait pas penser comme ça à un intra. Donc ce qui fait que c'est assez drôle, et ça permet vraiment de se démarquer en termes de design, et je les trouve quand même assez jolis à regarder, assez sympas. Ils ont quelque chose de différent des autres. Au niveau de la qualité sonore, on va se retrouver avec donc un dual driver. Un driver dynamique de 9 mm d'un côté, et une armature équilibrée de chez Sony, ou en tout cas modifiée par Sony, et ce qui fait qu'on a un dual driver. Assez normal, il n'y a rien de spécial là-dessus, on n'a pas de grosses spécificités. Apparemment c'est bien filtré, et je vous conseille de regarder la vidéo dédiée à la Chifi, si c'est une arnaque ou pas, mais c'est bien justement, et c'était l'exemple que j'avais pris, c'est qu'il y a bien un filtre notamment pour couper le driver dynamique, et que l'armature équilibrée soit seule dans sa partie spectre. Et ce qui fait que on a une signature un petit peu typique Sony, c'est-à-dire assez basseuse, avec un léger creux dans les aigus, et on a un pic dans les extrêmes aigus, donc dans les ticulaires, dans cette partie-là, qui ressort, alors pas un énorme pic, mais une montée pour mettre un petit peu plus en avant les cymbales et avoir un côté un peu plus brillant. On a une signature qui est intéressante parce que déjà au niveau des basses, on a une basse qui est assez courte, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que elle est un peu en rond, et donc elle va être assez poussée, notamment dans... Elle est assez poussée notamment dans le milieu de la basse, mais elle est coupée, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle descend en dessous, ce qui fait qu'on a une basse qui est assez élevée, assez percutante, mais par contre, il ne va pas y avoir de côté très vibrant. Ça va pas aller très bas, donc ce qui fait que c'est un peu coupé, ça permet de garder un peu en clarté, d'avoir surtout quelque chose de réactif, d'un peu punchy, ce qui est très bien par exemple pour de l'électro. Au niveau des médiums, on a quelque chose qui est plutôt sympa, on a des voix qui sont plutôt neutres et qui sont assez naturelles, qui sont plutôt bien en avant. Ça aurait pu être comme le casque de Sony, un peu plus en trait ou un peu plus coupé, un peu plus doux. Ici on a quand même une bonne clarté, une bonne finesse globalement, et ce qui fait que c'est pas mal du tout. On a des aigus qu'on sent un petit peu en retrait, et ce qui fait que ça les rend un petit peu fins, un poil en retrait, mais c'est plutôt pas mal. Et on a des extrêmes aigus, donc tout le côté présence, tout ça, qui est un peu mis en avant, mais pas trop. Et alors, contrairement à ce que peut montrer la tête de mesure, je trouve que justement, donc on a des cymbales qui peuvent pas mal ressortir, mais qui n'ont pas une certaine ampleur. Ça manque un petit peu d'ampleur, et ce qui fait que je trouve que ça tombe assez vite, donc on a l'impression qu'il manque un peu d'information. Il manque un petit peu de quelque chose. Il y a un truc qui manque, comme si ça s'étendait pas, comme si ça manquait d'air un petit peu, d'allonge en fait dans le son. Ça c'est une première chose. On a une scène qui reste assez étroite je trouve par rapport à plein d'autres intras, même moins chers. On a quelque chose qui est un petit peu limité, et ce qui fait qu'on a un son qui est un peu sec. C'est-à-dire on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose qui s'exprime réellement. On a une basse qui est vraiment courte mais élevée, donc ça peut être très sympa. Ce qui fait que je trouve que pour de l'électro, c'est vraiment pas mal du tout. C'est un très très bon rendu. Pour du métal, ça dépend vraiment des morceaux. Alors pour du classique, ce genre de choses, c'est pas vraiment la signature adaptée. On sent que Sony est vraiment plus orienté électro. Après, ça marche plutôt bien pour pas mal de choses, hein, honnêtement. Du rap, ça fonctionne plutôt bien, pareil. On a quelque chose qui est pas mal en termes de signature. Ça rend plutôt bien et on s'amuse plutôt bien. Mais après, avec tout ce que j'ai eu, et on va en parler dans la comparaison, et c'est ce qui va être intéressant, on sent que forcément ils ont vieilli, hein. Aujourd'hui je les ai pris à 80 €, on en parlera et dire est-ce que ça valait le coup à 80 €, est-ce que ça vaut encore 300 €, mais il y a quelque chose qui... on sent que forcément, en 6 ans, il s'est passé des choses. Bref, passons à la partie comparaison qui va être vraiment la plus intéressante. Pour la partie comparaison, je me suis fait assez plaisir, puisque cette fois-ci, j'en ai pris pas mal, j'en ai pris près d'une dizaine. Et ce qui fait qu'on va voir un peu tout en termes de prix, en termes un peu de signature aussi, mais il y en a qui ressemblent un peu. Et on va voir si, avec des intras sortis à 300 € en 2016, qu'est-ce que ça vaut face à des intras de divers prix entre 300 € et moins. Ce qui fait que c'est hyper intéressant d'une part de voir comment
l'audio en général et la Chine a évolué, et voir en fait justement est-ce qu'en 6 ans ça vaut le coup réellement de changer, ou au final ça stagne un petit peu. Il faut savoir aussi, et j'en parlerai un petit peu après, mais il faut savoir que l'audio chinois, la Chi-Fi, ce que je parle principalement, a vraiment explosé à partir de 2016 à peu près. Moi je suis arrivé un petit peu après, au moment où ça commençait à mettre plein de drivers dans les intras. Ce qui fait que c'était hyper intéressant et ça a vraiment explosé à moins de 100 €, il y avait vraiment plein de choix et vraiment de façon qualitative. Et ce qui fait que face aux intras un peu plus classiques hi-fi, forcément ça fait de la concurrence. Mais justement, des intras sortis quelques années après, est-ce que c'était vraiment intéressant? Et c'est là où ça va vraiment être intéressant. Et alors justement, pour commencer ce comparatif, on va parler d'une marque que j'apprécie énormément, et vous me connaissez, c'est AudioSense. C'est vendu à peu près 180 € pour le modèle des AQ4, qui ont 4 drivers, un driver dynamique et 3 drivers armature équilibrée, donc déjà forcément il est un peu mieux équipé avec des drivers Knowles réputés. On a quelque chose déjà au niveau du design qui est beaucoup plus classique, un peu plus gros, mais qui permet un petit peu mieux de jouer sur l'acoustique. Et on a quelque chose qui est intéressant, puisque clairement les AQ4 techniquement, autant le dire tout de suite, ça va être vraiment meilleur techniquement. On va avoir globalement plus d'ampleur, que ce soit sur la basse, sur les médiums, sur les aigus, on sent que ça a plus de naturel et que ça a vraiment plus de corps, ça a un côté vraiment plus grand dans l'ensemble pour la restitution sonore. On a une basse qui est vraiment plus profonde, et c'est ce que j'ai dit. Pour moi, Sony, c'est vraiment un choix qu'ils ont fait, d'avoir une basse qui, pour le coup, va pas aller très bas. Du coup, on a une basse qui est vraiment nerveuse, mais qui va manquer un petit peu de profondeur, un peu de ce que peuvent appeler certains de gras, de rondeur. Ici, c'est beaucoup plus percutant. Alors, ça reste pas mal du tout, ça reste une bonne basse, mais ça n'a pas la même vision que d'autres. On a un médium qui est vachement plus dynamique, on sent qu'au niveau des instruments, ça peut vraiment beaucoup plus jouer, on a beaucoup plus d'ampleur, on a quelque chose de bien meilleur, c'est un peu plus chaleureux aussi sur les AQ4, c'est plus naturel, et globalement ça a une meilleure restitution. On sent que ça a donné un côté sur les Sony, ça fait un côté un peu plus fin, où ça manque un petit peu justement de cette ampleur, du coup on sent vraiment une réelle évolution quand on passe sur les AQ4. On a aussi une scène qui est vraiment beaucoup plus large, et qui est quand même aussi, globalement, on a quelque chose de beaucoup plus détaillé. On sent que les drivers sont de bien meilleure qualité, et on sent justement qu'on a une bien meilleure extension dans les aigus. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu plus brillant, mais ça donne un côté plus naturel. Là, on a un côté un petit peu éteint sur les Sony, ce qui fait que ça donne quelque chose de beaucoup mieux. On a quelque chose où on respire beaucoup plus, on entend beaucoup plus de choses, on a une meilleure séparation des instruments, et ce qui fait que globalement, c'est clairement beaucoup plus technique et bien meilleur. Ça peut être une excellente alternative justement aux Sony, mais on peut avoir aimé, préférer les voix des Sony, qui ont un côté un peu plus clair, un peu plus neutre, là où les AQ4 ont un côté plus chaleureux. D'autres intras que j'ai testés, alors ça c'était en 2020, pendant le confinement et pendant mon petit voyage en Pologne, les EPZ K1, qui sont clairement des intras qui étaient destinés au marché chinois, qu'ils ont un peu exporté, et j'avais testé donc les K1 qui sont un dual driver. Pareil, on est sur un driver de 10 mm et une armature équilibrée, donc on est à peu près sur la même configuration, sachant qu'en plus, pour le EPZ, c'est du Knowles. De souvenir, c'était du Knowles, j'ai un doute d'un coup. Mais en tout cas, voilà, dual driver, et plutôt pas mal. On a un design qui reste assez compact, mais clairement pas aussi compact que les Sony. On a plus ce côté, le fait d'épouser l'oreille. On a une signature qui est un petit peu similaire, mais avec des choix un peu différents. On va avoir une basse qui est un peu plus élevée du côté des EPZ, par contre il est coupé plus tôt, ce qui fait que les basses des Sony sont meilleures quand même, puisqu'on va avoir plus d'ampleur quand même, je trouve, et surtout plus de profondeur. Là c'est quelque chose qui manque un peu au niveau des K1, ça manque peut-être justement un peu de profondeur. On a aussi quelque chose de plus brillant, puisqu'on sent clairement, ça se voit un petit peu au niveau de la signature, mais on sent clairement que, au niveau des extrêmes aigus, ça va prendre le pas, ce qui fait que ça va donner des voix un peu plus claires, des aigus un peu plus en avant, et globalement, ce qui fait que ça se ressent. C'est un peu plus brillant, mais on garde quand même un côté un peu plus chaleureux, puisqu'on a aussi des basses, ça donne une signature un peu plus en V, c'est un peu particulier. C'est après, en termes de rendu, assez similaire, donc on voit un petit peu la gestion, mais sur les Sony, c'est clairement beaucoup mieux travaillé. On va essayer d'aller un peu plus vite, avec les QA Vesper, donc pareil, du dual driver, 10 mm armature équilibrée, un design qui est vraiment joli, mais un peu plus gros, et un peu plus basique, on va dire, en termes de conception. Bon alors, clairement, ça va être plus brillant, on a une basse qui est plus neutre, elle est plus profonde, mais beaucoup moins élevée. On a une voix qui est plus neutre aussi, mais aussi un peu plus claire, et on a surtout des aigus et des extrêmes aigus, donc dans tout ce qui est auriculaire, tout ça, qui est clairement plus en avant. On a même
un côté un peu trop en avant, puisque ça va créer un peu de sibilance, donc ce qui fait que c'est une signature très différente. Techniquement, il y a quand même une meilleure extension dans les aigus, mais c'est un peu moins détaillé. Face au Tinker TK300, filiale d'AudioSense, on a donc un triple driver, avec donc 2 drivers armature équilibrée Knowles, et on est sur une signature en V. Donc clairement c'est excellent pour du métal, allez regarder le test, je les trouve géniaux. On a une basse qui est clairement plus profonde, plus puissante, elle a une énergie qui est incroyable, elle est beaucoup plus réactive, on a une voix qui est un peu plus claire, des aigus un peu plus en avant aussi, donc au niveau des cymbales et tout ça va ressortir, au niveau des guitares c'est clairement aussi plus sympathique, on a quelque chose qui va être un peu plus en avant, on a surtout beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'amplitude, alors peut-être c'est un peu différent justement des AQ4, mais pour le côté métal c'est incroyable, même pour de l'électro, c'est beaucoup plus détaillé, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier avec les TK300, et je peux vraiment vous le conseiller de regarder le test, ça reste très différent des AQ4 qui sont beaucoup plus doux, ici c'est très nerveux, c'est très énergique, mais c'est jamais désagréable, on n'a jamais quelque chose qui va aller tuer les oreilles, c'est juste un peu clair forcément, mais on a une bien meilleure scène, séparation des instruments, vraiment, on sent que c'est au-dessus, la configuration est clairement au-dessus, et la signature fait que forcément ça fait relever les aigus, etc., donc ça montre encore plus ces différences. On a vraiment une meilleure extension, on a une meilleure scène, c'est vraiment au-dessus, ça reste très différent, hein. C'est vraiment des choix différents, mais techniquement on sent que c'est vraiment pas la même chose, et là-dessus Tinker maîtrise clairement son sujet, et c'est un des meilleurs intras que j'ai entendu aux alentours de 100 €. Là, on est vraiment à 100 € face à 80. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais les Vespers, c'est 80 € environ. Donc, ce qui fait que c'est vraiment pas mal. Les TRN V90, eux, sont sortis il y a longtemps, c'était en 2019, ils sont sortis à environ 40 €. Aujourd'hui, on les trouve toujours dans ces prix-là, à 30-33 €, TVA incluse. Et ils ont une signature en U, c'est-à-dire qu'on a plus le bas des fréquences qui est mis en avant, et les extrêmes aigus, et puis au milieu, c'est à peu près neutre. On a une basse qui est plus profonde, mais elle est assez réactive, malgré le fait qu'on ait un côté plus vibrant que percutant, on a quand même quelque chose qui reste pas mal du tout, donc on sent que le driver dynamique reste quand même bien performant, malgré le fait que ça reste en dessous. On a quand même un peu de sibilance sur la musique, en tout cas, là où les musiques que j'avais écoutées, il y a un petit peu de sibilance, c'est très léger, mais dans les deux cas, on se retrouve avec à peu près la même chose. On a une scène qui est quand même plus large du côté des V90, et on a des extrêmes aigus, donc pareil, dans les decalers, tout ça, qui est mis plus en avant, donc on a des cymbales qui sont un peu plus en avant, et on sent qu'on a une meilleure extension, donc un peu comme ce que je disais avec les AQ4, mais c'est clairement moins net, c'est clairement moins détaillé. Et on sent pareil par contre qu'il manque quelque chose, il manque ce côté un peu extension, ce côté un petit peu où ça respire un peu, on sent que le son peut avoir cette profondeur globale qu'on n'a pas forcément sur les Sony. On a aussi les TRN TA2, alors pareil on a une signature qui est un poil similaire quand même, et je me suis même amusé avec un EQ et on arrive à peu près avec une égalisation à avoir quelque chose d'un petit peu similaire. Et ce qui fait qu'on a une basse quand même qui est plus profonde sur les TA2, une voix qui est quand même plus chaude, mais ça peut manquer un peu d'aigus, on sent clairement que le creux des aigus est un peu important. On perd un peu en impact, le son est un peu plus doux, ce qui fait que pour ceux qui veulent vraiment un son doux, c'est quand même agréable, mais ça reste assez technique en comparaison, et ça tient plutôt bien la dragée face au Sony, et je l'aurais pas forcément pensé. Mais clairement, bah voilà, je me suis amusé quand même parce que je trouvais que le rendu pouvait aider. Avec une égalisation, c'était quand même sacrément similaire. On pouvait avoir des performances un petit peu pareilles. J'ai pas trop poussé, mais je suis quasiment sûr qu'en ayant la même signature, on a à peu près les mêmes performances. On va continuer avec du TRN, parce que j'aime bien TRN, puisque on va passer au TRN VX. Alors clairement, on n'est pas du tout sur la même signature, puisque c'est une signature plutôt neutre, assez brillante. Et ce qui fait que on a clairement quelque chose qui est beaucoup plus clair que les Sony et clairement bien plus détaillé. C'est un peu logique. Surtout que aujourd'hui ils sont trouvables à 60-70 € et c'est un driver dynamique de 10 mm et 6 drivers à armature équilibrée Belsing. On a une scène qui est clairement bien plus large, on a quand même un effet un peu plus naturel, qu'on est habitué au côté brillant aussi, ça aide, mais je trouve que c'est quand même plus naturel et plus dynamique. On sent clairement que pareil, c'est quand même au-dessus, techniquement, ça arrive quand même à ressortir pas mal de détails, pas mal de choses, mais ça sonne très très différemment. On a un ressenti quand même un peu plus vivant et on a un côté beaucoup plus sympa, même sur du métal, ça passe plutôt bien. Ce qui fait qu'on sent que la signature du Sony, ça reste quand même
assez localisé, et malgré le côté assez neutre, brillant des TRN, on a quelque chose qui peut jouer sur pas mal de choses. On a quand même un driver qui peut manquer un petit peu de percutant sur le côté VX, on a quelque chose d'un peu profond, mais qui a du mal un petit peu à s'exprimer au niveau du milieu des basses, dans les 200 Hz, je trouve, par rapport à d'autres. Donc ce qui fait qu'on a quand même quelque chose de très différent en termes de comportement. Mais je trouve quand même que les VX, ça saute aux yeux tout de suite, ils ont quelque chose clairement en plus. Et en plus de ça, ça permet d'utiliser sur à peu près tous les styles, je trouve qu'ils passent plutôt bien, avec des embouts à mémoire de Moore surtout, c'est toujours, je trouve, le truc, sinon ils sortent un côté beaucoup trop brillant, à mon goût. Mais par contre, ça peut donner un côté un peu trop neutre, justement, voire un peu trop froid, qui peut ne pas plaire à tout le monde quand vous aimez un côté un peu plus neutre ou un peu chaleureux. On va continuer avec les casettes ZAX. Les ZAX, c'est une signature en V qui reste assez maîtrisée. On a des boîtes qui sont un peu moins profondes, mais elles restent assez rapides. Je trouve que justement, malgré ce que ça peut montrer, en fait, on sent qu'il y a un côté un peu mieux contrôlé sur les KZ au niveau du driver, et quand ça doit être profond, ça s'exprime mieux, et je trouve que du coup, ça a un côté un petit peu mieux géré. C'est un peu plus détaillé aussi, je trouve. On sent qu'il y a un côté un peu plus technique sur les KZ. Et on a quand même plus d'aigus et d'extrême aigus. Donc pareil, c'est quand même très en avant. C'est un côté assez clair. Mais ça reste assez naturel. On n'a pas ce côté signature en V où c'est un peu trop loin, comme on peut l'avoir. Un peu trop en retrait par rapport au reste des fréquences. Et on sent que... Par contre, il y a un petit peu moins d'impact. Il manque un petit peu quelque chose quand même que sur les Sony. Mais on a quand même une bien meilleure séparation des instruments et de scène, et ça c'est logique, la signature le veut aussi, ces petits pics sont présents aussi pour ça, mais le nombre de drivers, qui est de 1 driver de 10 mm, le classique, et 7 armatures équilibrées, fait que les 8 drivers en tout, techniquement pareil, ça reste supérieur. Pour finir, on va finir avec deux que j'aime beaucoup, les Yinglu Topaz qui étaient sortis en 2018 ou 2019, donc eux ils datent un petit peu, ils étaient sortis à 80 €. D'ailleurs, les ZAX sont trouvables à 50-60 €, ils sont sortis en 2020, pour information. Et les Yinglu, c'est 5 drivers de 10 mm et 4 drivers Belsing autour, et j'adore le design déjà. Première chose, j'ai toujours adoré ce design, très joli. On a un côté qui est quand même plus doux, mais assez neutre. En fait, on a une basse qui est un peu en avant, avec un côté plutôt bien géré, assez neutre pour le reste, ce qui fait qu'on a un côté assez chaleureux, bien ample au niveau des basses, et des aigus qui ressortent pas trop, et on a une bonne extension. Par contre, ce qui va ressortir, c'est qu'on sent que ça reste moins technique que les Sony. On a une meilleure extension, mais c'est moins détaillé dans l'ensemble, et... même au niveau des médiums, on sent que ça donne moins de détails. Il y a quelque chose qui est plus net au niveau des Sony sur cette partie-là. Mais c'est un côté mieux équilibré, plus chaleureux je trouve, et donc un peu plus polyvalent. Mais avec ce côté un peu fun au niveau de la basse, pareil, un peu moins technique, un peu plus orienté sur les basses fréquences. Et au milieu, c'est un petit peu moins technique, on a un côté un peu moins contrôlé. Et ça reste assez bien géré, et on a surtout une scène qui est plus large, je trouve. Et pour terminer dans tout ça, on va terminer avec des intras qui sont sortis cette année, enfin 2021, avec les Sennheiser IE300, qui sont donc des monodrivers de 7, avec un driver spécifique de chez Sennheiser de 7 mm. Et ce qui fait que les Sennheiser ont vraiment fait pas mal de bruit dans leur domaine, parce qu'ils sont vraiment pas mal pour 300 €. Et globalement, on a une basse qui est plus naturelle, plus détaillé, on a un côté un petit peu particulier en comparaison, avec un côté un petit peu moins... On sent que ça manque un peu d'aigu en fait sur la basse, on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans l'accompagnement de la basse, on a quelque chose qui est clairement plus ample et plus profond, c'est moins agressif dans les aigus, par contre c'est un côté beaucoup plus scintillant, on va le voir justement, notamment au niveau des extrêmes, on peut voir dans ce pic qui est très très présent, mais donc c'est moins agressif, on a un côté plus ample même au niveau des voix et plus naturel, mais c'est clairement brillant. C'est brillant et même scintillant, sans pour autant que ce soit agressif spécifiquement, et encore une fois, je préfère l'utiliser avec des embouts à mémoire de forme. C'est ici en tout cas que ça le montre, sinon c'est un petit peu trop brillant à certains moments. Mais on a des aigus qui sont clairement plus étendus. Par contre, pareil, ils ont le même problème, c'est qu'ils sont moins nets. Et donc là, clairement, c'est ce que j'avais déjà ressenti dans le test, c'est que c'est pas très net, c'est pas très détaillé dans cette partie-là, mais on a une excellente extension. Globalement, c'est quand même plus technique, sauf vers la fin, là où l'armature équilibrée de Sony arrive à techniquement être supérieure. Ce qui fait que
globalement, si on compare tout, aujourd'hui, les Sony valent à peu près leur prix. Ce qu'on a un peu en dessous ou au-dessus, bah, comme il y a plus de drivers, ça permet de compenser. C'est pas forcément aussi bien réglé. Après, on est sur des réglages différents et c'est ce qui est toujours plus difficile à faire. Mais ce qui fait que clairement, ils ont vieilli. La Chifi a fait un énorme bond en avant aussi, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et je trouve que même des TRN V90 qui étaient sortis à 40 € il y a quelques années, ça reste en dessous, mais ça reste pas mal maîtrisé. Il y a quelque chose de bien maîtrisé sur le rendu global. Le désavantage du Sony, en plus de ça, c'est cette signature un petit peu particulière qui fait que ça plaira pas forcément à tout le monde déjà, mais qui, en plus de ça, on a ce côté un petit peu off. Alors, je sais pas du coup si c'est fait exprès que ce soit pas si étendu dans les aigus, autant je peux le comprendre dans les basses, ça peut être un choix, mais ça reste un peu plus net, on a quand même une technicité qui est assez maîtrisée, et ce qui fait que, ouais, ça vaut son prix aujourd'hui. Alors, il y avait de la recherche à l'époque, je pense que c'était vraiment très bien à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu mal vieilli, je les prendrais pas forcément pour moi, et on va en parler dans la conclusion, mais ce qui fait que c'est vachement intéressant de le comparer à tout ça, et de voir que la Chifi, c'est un sérieux concurrent aujourd'hui, très très sérieux. Au final, alors, comment on vieillit ces Sony? Vous l'aurez compris, à 300 € il y a 6 ans, il y a forcément des évolutions. Et, clairement, on sent, on le voit cette évolution. Les Sony aujourd'hui sont vendus à 80 € et clairement, c'est leur juste prix. Il ne peut pas vraiment faire mieux aujourd'hui et la concurrence est rude, elle est très rude dans la Chifi. Et la hi-fi chinoise a surtout, globalement, parce que quand je parle de Chifi, c'est dans ce qui est pas trop cher, mais la hi-fi chinoise, globalement, a explosé. C'est un marché qui est en pleine explosion, et c'est même, du coup, les personnes de chez Eursonic qui m'en avaient parlé, où ils exportaient beaucoup là-bas, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un nouveau marché porteur. Le marché japonais aussi reste un marché extrêmement productif, mais beaucoup dans l'entre-soi, et c'est un peu ce qu'on voit avec Sony, qui est beaucoup moins orienté vers l'Europe. Encore une fois, c'est parce que c'est pas notre marché. Mais ce qui fait que c'est encore très actif. Et la Chine a clairement explosé, il y a tellement d'acteurs, il y en a tellement de partout que c'est compliqué de s'en sortir. Mais les acteurs un peu historiques de la Chifi, depuis que je les teste, ils ont su tirer leur épingle du jeu sur des modèles qui sont sortis il y a un petit peu de temps pour certains, mais entre 2019 et 2021, clairement, sacrées belles choses qui sont sorties. Les Yinu Topaz ont peut-être ceux qui ont un peu le plus, entre guillemets, mal vieilli en termes techniques si on les compare au Sony, mais globalement, ça reste très très bon. Ça reste vraiment très bien, et c'est assez impressionnant de voir cette évolution. Ce qui manque un peu au Sony, en fait, c'est un peu cette extension dans les aigus qui clairement fait un peu défaut, et on sent que ça manque clairement d'ampleur. Après, forcément, en 6 ans, il y a eu des évolutions, des nouveaux matériaux, des matériaux qui ont coûté moins cher, ce qui a permis de nouvelles choses. Knowles est aussi très actif et sort plein de drivers, et surtout, ça devient de plus en plus accessible aux acteurs, puisqu'on commence à en voir sur des intras à 40 €. C'est ça qui est super intéressant, et du coup, ce qui fait que l'hi-fi d'hier, qui était quand même beaucoup plus, entre guillemets, inaccessible, l'est beaucoup plus aujourd'hui avec des intras, et je prends le cas des TRN-TA2, à 50 €, on a quelque chose qui est presque équivalent. On a tout le coût de conception et de recherche chez Sony qui est plus important, là où chez TRN, c'est un peu plus l'usine. Et je parle encore même pas de KZ. Mais ce qui fait que ça montre que, ouais, alors, les Sony se défendent encore bien aujourd'hui, ça reste, on peut appeler ça encore de l'hi-fi, clairement. Ça reste très bon. Mais aujourd'hui, on a clairement mieux autour, ou des choses très différentes, des choses plus polyvalentes surtout. Mais après, ça c'est des choix d'acteurs. Sony a toujours été assez particulier en termes de réglage, et vous me connaissez pour avoir vu le casque. Les 3 RLS, eux, ont bien évolué, mais clairement, par exemple, si on compare au XM4, les XM4 valent à peu près les V90, et ce qui fait qu'ils restent en dessous. Donc oui, ces Sony-là ont bien vieilli. En plus, on a l'avantage de toujours avoir ce câble détachable, et ça, c'est quelque chose de très très bien. Et un câble MMCX, c'était déjà un standard, forcément, à cette époque-là. Pour moi, j'ai l'impression de parler d'une époque de vieux. Mais ce qui fait que ça peut se remplacer facilement au niveau du câble, qui est pour moi le plus gros défaut de ces intras. Si jamais vous cherchez une paire de collection qui reste plutôt correcte et qui vaut son prix, à 80 €, clairement, ça vaut le détour. Et en plus de ça, vous aurez un modèle de collection,
qui vaudra le coup et qui sera un peu unique aujourd'hui à trouver. Ce qui est surtout bien, c'est surtout qu'on n'a pas besoin de le mettre derrière l'oreille comme tous les autres intras que j'ai comparés. Ça, c'est une chose qui est aujourd'hui trop rare. Il y en a trop peu comme ça. Et ça, c'est une bonne chose. Ce qui fait que ça pourra plaire. Et si jamais vous le voyez passer, vous voulez découvrir la Chifi à moindre frais, et surtout ne pas avoir besoin de le mettre derrière l'oreille, c'est un excellent départ pour ça. Et peut-être que ça vous permettra de vous découvrir une passion pour l'audio. Et ça, c'est ce que j'essaie de vous faire découvrir à chaque fois. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test, j'espère que vous aurez apprécié ce comparatif, qui était assez long à faire, hein. Là j'ai pris plusieurs heures pour le faire, mais je trouvais que ça valait le coup de faire cette comparaison entre des intras 2016 et de la Chifi sortie entre 2019 et 2021, et tout ce que j'ai eu en gros, à ce prix-là. J'aurais pu faire encore plus long, mais là ça aurait été peut-être trop, 10 intras ça fait déjà beaucoup, et en termes de travail, ça fait vraiment beaucoup aussi en termes de comparaison. Je vous ferai un jour, et si vous le voulez, pour ceux qui regardent encore la vidéo, une explication de comment ça fonctionne. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment ou si c'est un peu plus secondaire. On verra ceux qui arrivent jusque-là dans la vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à partager cette vidéo et surtout inviter taguer Sony France s'il vous plaît. Je vous invite à la partager, à liker, vous abonner, vos questions, le Discord, Bah non, il n'y a pas de lien puisque ça se vend pas. Et on se dit à bientôt pour de prochains tests. Ciao.